Ma sœur ne m'a pas présenté au père de son fiancé comme un membre de sa famille. Elle m'a présenté comme une note de bas de page, le genre de détail qu'on ajoute uniquement parce que l'éditeur l'a exigé. Et non parce qu'il apporte quelque chose au récit. C'était une soirée de gala au domaine de Chantilly. L'un de ces endroits où l'allée principale coûte probablement plus cher que le crédit immobilier de la plupart des gens. Des colonnes de pierre, du lierre grimpant sur les murs comme s'il avait signé un bail amphithéotique. Et des lustres si imposants qu'on avait l'impression d'avoir erré dans un autre siècle. Ma sœur Victoire avait privatisé l'aile et pour ce qu'elle appelait une fête de fiançailles intime. 200 invités. In time. Je m'appelle Chloé, j'ai 32 ans. Je travaille dans l'analyse de données forensiques, plus précisément dans la détection de la criminalité financière. Je conçois des systèmes capables de débusquer de l'argent qui n'est pas censé exister. Des sociétés écrans, des fournisseurs fantômes, des transferts en cascade, le genre de fraude qui se cache au cœur d'une entreprise légitime comme un parasite dans une cellule saine. Je n'explique jamais cela lors des dîners mondains. J'ai appris qu'il valait mieux ne pas insister. Le regard des gens devient fuyant dès la 3e phrase, et je préfère manger en paix. Dans ma famille, le succès ressemble à Victoire. Victoire, diplômée de l'université Paris-Panthéon-Assas, qui a été assistante de justice à la Cour de cassation à 26 ans, et qui travaille désormais comme avocate associée senior dans un cabinet dont on prononce le nom dans les soirées caritatives comme une carte de visite. Victoire, qui épouse le fils de Hubert de Montvallon. Hubert de Montvallon, fondateur du groupe Montvallon Capital, une société de capital investissement gérant des actifs dans la santé, l'immobilier et la technologie. Mes parents prononcent son nom depuis 4 mois comme on récite une prière. Lentement, avec révérence, comme si les syllabes elles-mêmes possédaient une valeur nette. Quant à moi, j'ai été invitée comme on s'acquitte d'une lointaine obligation. Mon marque-place lors du dîner était coincé entre un cousin que je n'avais pas vu depuis l'enfance et un siège qui est resté vide toute la soirée. Je l'ai trouvé par accident. Je ne figurais pas sur le plan de table que ma mère avait envoyé à la famille par courriel. Elle a prétendu que c'était un oubli. Elle l'a répété 2 fois, ce qui m'a confirmé que ce n'en était pas un. Ma mère m'a accueilli à l'entrée. Elle était magnifique et tendue comme un arc, comme elle est toujours lorsqu'elle a besoin que tout soit parfait. Elle a pris mes 2 mains, a jeté un regard à ma robe, un modèle croisé bleu marine acheté spécialement pour l'occasion, et a dit « Tu es combinable ». Pas ravissante, pas superbe, juste convenable. Comme si j'avais atteint le seuil minimum qu'elle s'était fixé dans la tête, et rien de plus. Mon père m'a rejointe 10 minutes plus tard près du bar. Il a posé une main sur mon épaule et m'a dit à voix basse « N'aborde pas le sujet du travail ce soir. Ça déroute les gens. » Je l'ai regardé et j'ai répondu « Je n'en avais pas l'intention. » Il a hoché la tête comme si je venais de donner mon accord pour quelque chose de bien plus important. Victoire m'a trouvée près de la terrasse du jardin, rayonnante dans sa robe ivoire. Ses cheveux sombres retenus par une parure qui coûtait probablement plus cher que mon loyer mensuel. Elle m'a regardé de cette façon qu'elle a depuis que nous sommes enfants. Comme si j'étais un problème qu'elle avait fini par apprendre à gérer. « Chloé », a-t-elle dit, et il y avait de la chaleur dans sa voix, mais le genre de chaleur assortie de conditions générales de vente. « Je suis si heureuse que tu sois venue. » Elle a serré ma main une fois. « Alors rends-moi un service ce soir. Ne rentre pas dans les détails de ce que tu fais. Dis simplement que tu fais de l'analyse. Les gens ici ne comprendraient pas, et cela rend la conversation gênante. » Je l'ai fixé. « Tu veux dire que ça t'est gêné ?» Son sourire n'a pas bougé d'1 millimètre. « Je veux dire que ça met tout le monde mal à l'aise. Sois juste discrète ce soir, pour moi. » Je me suis retournée vers la terrasse et j'ai observé les lumières de la ville au-delà du jardin. Très bien, ai-je pensé. Discreet. J'avais l'habitude. J'ai tenu environ 90 minutes dans mon coin avant que Victoire ne réapparaisse. Son fiancé, Adrien, était à ses côtés, beau avec cette élégance naturelle propre à la vieille bourgeoisie. Et à ses côtés marchait un homme qui n'avait besoin d'aucune présentation, bien que Victoire lui en fît malgré tout. Hubert de Montvallon, les tempes grisonnantes, portant un costume sombre dont la coupe révélait la perfection du sur-mesure. Il possédait cette présence propre à ceux qui ne remplissent pas une pièce, mais qui la réorganisent autour d'eux. La main de Victoire était sur mon coude avant que je ne comprenne ce qui se passait. « Hubert », dit-elle chaleureusement, me poussant en avant comme un accessoire de scène qu'elle aurait oublié de mettre en place. « Voici ma sœur. » Un souffle. Puis, avec un petit rire qui avait l'intonation exacte d'une excuse, la plus réservée. Nous disons toujours qu'elle vit dans son propre monde. Mon père, qui s'était matérialisé à proximité, a ajouté, elle s'occupe de ses petits calculs. Les données, c'est difficile à expliquer. Il a souri à Hubert de Montvallon comme s'il partageait une confidence affectueuse. Comme si je n'étais qu'une excentricité attachante plutôt qu'une personne debout juste devant lui. La contribution de ma mère est arrivée immédiatement après. Nous sommes tellement fiers de Victoire, évidemment. Evidement. Comme si cela ne nécessitait aucune précision, comme si je ne faisais tout simplement pas partie la phrase. Hubert de Montvallon m'a regardé, non pas avec le balayage poli d'un homme mondain calculant votre importance, mais avec un vrai regard. Calme et lent,
de la manière dont on regarde quelqu'un quand on n'est pas face à un étranger, mais qu'on essaie de situer un souvenir. Je suis restée impassible. J'avais l'habitude de cela, de rester debout au milieu du mépris de ma famille, le menton levé et les mains tranquilles. Puis, quelque chose a changé sur le visage d'Hubert de Montvallon. Pas graduellement. Ce fut comme un interrupteur. Son regard s'est aiguisé. Sa posture s'est modifiée de façon presque imperceptible. De la même manière qu'un homme se redresse lorsqu'il entre dans une pièce qui, soudain, prend de l'importance. « Quel est votre nom de famille » a-t-il demandé doucement, en s'adressant uniquement à moi. « Chloé Legrand » ai-je répondu. Il est resté immobile un instant. Puis, « Chloé Legrand ». Ce n'était pas une question. L'air autour de nous a changé. Le sourire de Victoire restait figé comme s'il avait été peint sur son visage. Ma mère nous regardait tour à tour avec une expression qui n'avait pas encore déterminé si la situation était bonne ou mauvaise. « Je vous demande pardon » a dit Hubert, et sa voix était devenue prudente, comme s'il manipulait un objet précieux qu'il ne voulait pas briser. « Êtes-vous l'analyste qui a déposé le signalement MV7 sur les comptes de la société Méridian » Le silence qui a suivi était presque physique, comme une paroi contre laquelle on pourrait presser la main. « Oui » ai-je répondu. Hubert de Montvallon a fermé les yeux une seconde. Lorsqu'il les a rouverts, il m'a regardé comme on regarde quelque chose que l'on pensait avoir perdu. « Cela fait 14 mois que je vous cherche » a-t-il dit. Victoire a émis un son qui n'était pas vraiment un mot. Laissez-moi revenir en arrière, car l'histoire n'a pas de sens sans la partie que ma famille n'a jamais connue. Il y a 3 ans, j'étais une analyste de niveau intermédiaire dans un cabinet d'audit de conformité à Lyon. Rien de prestigieux, pas le genre d'endroit dont on cite le nom pour impressionner. Nous faisions des audits tiers pour des entreprises trop petites pour avoir leurs propres équipes forensiques et trop nerveuses pour ne pas faire vérifier leurs comptes. Le salaire était correct. Le bureau disposait d'une seule machine à café en état de marche et d'un éclairage au néon qui bourdonnait à une fréquence conçue. J'en étais convaincue, pour éroder lentement votre volonté de vivre. J'avais 29 ans et j'apprenais encore comment la fraude se cache réellement. Pas de manière évidente, mais celle qui se dissimule dans la texture même des affaires courantes. Une fraude stratifiée, patiente, conçue pour ressembler à des frictions opérationnelles plutôt qu'à un vol. Un dossier est arrivé sur mon bureau, qui sortait techniquement de mon périmètre habituel. Un administrateur de santé de taille moyenne appelé Meridian Benefit Solutions. Ils avaient été signalés pour un examen de routine par l'un de nos cabinets partenaires et le dossier m'était tombé dessus parce que mon superviseur était absent et que quelqu'un devait enregistrer l'entrée des données. Je n'étais pas censé faire plus que de dater le document et de le mettre en attente pour une réaffectation, mais les chiffres me dérangeaient. Pas de façon flagrante. Ils m'agaçaient comme un mot légèrement mal prononcé. Pas assez faux pour interrompre la conversation, mais assez pour qu'on ne puisse plus s'empêcher de l'entendre. J'ai commencé à tirer sur les fils, comme je le fais toujours quand quelque chose me démange. Des acheminements de demandes de remboursement via des administrateurs intermédiaires qui n'apparaissaient dans aucun registre officiel. Des cycles de remboursement qui duraient 12 jours de plus que la norme du secteur, sans aucune raison documentée, sur des milliers de comptes. Des paiements à des entités fournisseurs dont les dates de création étaient postérieures de 6 mois à leur première facture. J'ai construit un modèle. J'ai cartographié les écarts de flux de trésorerie. J'ai isolé le schéma. Une fuite lente, presque invisible au niveau d'un compte individuel, mais catastrophique une fois agrégée. Quelqu'un avait instauré un péage au cœur du système administratif et prélevé une fraction de pourcentage sur chaque demande traitée. À travers des millions de dossiers. Pendant des années. J'ai rédigé un rapport d'anomalie formelle, j'y ai joint mon modèle, cité ma méthodologie. Et je l'ai classé sous un numéro de dossier qui n'existait pas encore techniquement dans notre système. J'ai lancé une alerte en interne, et aussi, parce que je ne faisais pas confiance aux alertes internes dans un cabinet si petit. J'ai soumis le dossier via un portail de signalement réglementaire externe. Le genre qui accepte les soumissions de tiers et les dirige vers les organismes de surveillance appropriés. On soumet des dossiers sur ces portails comme on glisse une lettre dans une boîte aux lettres avant de s'en aller. On ne sait jamais si quelqu'un l'ouvrira. J'ai rejoint un nouveau cabinet 4 mois plus tard. Meilleur salaire, meilleure infrastructure de données. Et un superviseur qui ne faisait pas chauffer de poisson au micro-ondes dans la cuisine commune. Je n'ai plus repensé au dossier Méridian, sauf occasionnellement. De la même façon qu'on pense à quelque chose qu'on a essayé de faire correctement sans jamais savoir si cela avait la moindre importance. Apparemment, cela en avait une. L'assistant de Hubert de Montvallon m'a trouvé pendant le dîner. Alors que Victoire riait à la table d'honneur et que mes parents gravitaient autour de la famille Montvallon comme des planètes ayant enfin trouvé leur soleil. Il a été discret, un mot chuchoté, un geste vers le petit salon attenant au hall principal. Hubert était déjà là quand je suis arrivée. Il avait quitté sa propre fête de fiançailles sans que personne ne semble s'en apercevoir, ce qui m'en a appris long sur le genre d'homme qu'il était. Il ne s'encombrait pas de politesse superflue. Il s'est assis en face de moi et a dit « Meridian Benefit Solutions détournait des fonds sur les demandes de soins de santé dans 4 régions. Le stratagème durait depuis 11 ans. Le signalement que vous avez soumis au printemps 2022 a déclenché une enquête multi-agence. Il y a 14 mois,
Nous avons récupéré des actifs considérables et les principaux architectes de la fraude ont été inculpés. L'une de nos sociétés de portefeuille était une victime directe. Nous avons récupéré des pertes que nous avions classées comme irrécouvrables. Je suis restée silencieuse un moment. Le signalement était anonyme. Ai-je dit? Il l'était, a-t-il répondu. Mais la méthodologie analytique dans le rapport joint était si distinctive que notre équipe forensique a passé 8 mois à essayer d'en identifier la source. Nous voulions, il marqua une pause, choisissant ses mots avec soin, nous voulions vous remercier dignement. Je l'ai envoyé via un portail public, ai-je dit, depuis un poste que j'ai quitté. Oui, a-t-il dit. Et le cabinet où vous étiez n'avait aucune trace du dossier parce que vous l'aviez signalé avant que le numéro de dossier ne soit officiellement ouvert dans leur système. Vous étiez essentiellement un auteur fantôme. J'ai senti quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas de la fierté, quelque chose de plus ancien que la fierté. Cette douleur particulière d'avoir accompli quelque chose de réel et de l'avoir vu disparaître dans le silence. Je ne savais même pas si quelqu'un l'avait lu, ai-je murmuré. Ma voix était plus ténue que je ne l'aurais voulu. Hubert M. A. Regardy Fixment. Des gens dont vous ignorez le nom ont conservé leur couverture santé grâce à ce que vous avez découvert. Des entreprises qui auraient continué à perdre de l'argent l'ont récupéré. Les 2 hommes à la tête du réseau font face à des accusations criminelles fédérales. Il a croisé ses mains sur son genou. Quelqu'un l'a lu. J'étais assise là, dans un petit salon à l'écart d'une fête où je n'avais pas été proprement invitée. Dans une robe que ma famille jugeait simplement convenable, et j'essayais d'empêcher mon visage de trahir une émotion que j'aurais regrettée. Hubert a fait glisser un dossier mince sur la table basse. Nous sommes en train de créer une unité interne d'intelligence forensique, a-t-il déclaré. Je cherche quelqu'un pour la diriger. L'unité bénéficie d'une indépendance d'enquête, de sa propre structure hiérarchique et d'une autorité opérationnelle complète dans son domaine. Ce n'est pas un rôle conventionnel en entreprise. Il m'a regardé. Et je ne pense pas que vous soyez une recrue conventionnelle. J'ai regardé le dossier. L'offre à l'intérieur comportait un chiffre qui vous donne l'impression, pendant un instant, que tout le système de coordonnées s'est déplacé sous vos pieds. J'ai dit, vous ne me connaissez pas. Vous ne connaissez qu'un dossier que j'ai écrit il y a 3 ans. Je connais le dossier, a-t-il répondu. Le dossier m'a appris tout ce que j'avais besoin de savoir. Il s'est légèrement adossé. Mais je préférerais vous connaître aussi, si vous me le permettez. Il n'y a aucune pression ici. La discussion reste ouverte. J'ai hoché la tête une fois. J'ai dit que je le lirais. Quand je suis retournée à la fête, Victoire m'a interceptée près de la terrasse. Son visage était un masque contrôlé, mais quelque chose bouillonnait en dessous. Qu'est-ce que c'était que ça? A-t-elle demandé à voix basse. Une conversation, ai-je répondu. Avec Hubert de Montvallon? Elle a dit comme si j'avais pénétré dans une pièce où je n'avais aucune affaire à faire. À propos de quoi? De travail, ai-je dit. Sa mâchoire s'est crispée de façon presque imperceptible. Chloé, c'est ma fête de fiançailles. Ce soir, c'est pour Adrien et moi. Quoi que vous ayez discuté là-dedans. C'est lui qui est venu me trouver, ai-je dit calmement, sans agressivité. Elle s'est arrêtée. Il me cherche depuis plus d'1 an, ai-je ajouté. Je ne le savais pas. Je n'ai rien organisé. Il a reconnu mon nom quand tu m'as présenté. J'ai marqué une pause. Quand tu m'as présenté comme la plus réservée. Quelque chose a traversé son visage. Puis une expression que je n'avais pas vue depuis longtemps. Pas de la colère, pas du dédain, mais quelque chose de plus petit et de plus inconfortable sous ces 2 sentiments. Elle a détourné le regard la première. Mon beau-frère m'a rejointe après le dessert. Adrien était gentil, avec cette amabilité facile des hommes qui n'ont jamais eu besoin d'être autre chose, et je ne lui en tenais pas rigueur. Il a dit doucement, quoi que mon père t'ait dit là-bas, il ne parle pas à beaucoup de gens de cette façon. Je l'ai vu travailler pendant 15 ans. Ça signifie quelque chose. Je sais, ai-je répondu. Il ne dit pas de choses qu'il ne pense pas. Je le sais aussi, ai-je dit. Et c'était vrai. On peut dire avec des gens comme Hubert de Montvallon que les mots ont un coût, qu'ils sont dépensés avec soin. L'appel de ma mère est arrivé le lendemain matin. Elle a commencé avec une chaleur inhabituelle, ce qui est son signe révélateur. Ma chérie, a-t-elle dit. Nous avons entendu dire que tu as une sacrée discussion avec Hubert hier soir. C'était une bonne conversation, ai-je répondu. Eh bien, elle a ri légèrement, c'est un homme important. Quoi qu'il ait dit, j'espère que tu as été prudente. Tu sais, tu parais parfois un peu. Elle chercha le mot, intense, dans un cadre professionnel. J'ai regardé par la fenêtre de ma cuisine la rue en bas. Une femme promenait un chien qui s'était arrêté pour examiner quelque chose dans l'herbe avec un grand sérieux philosophique. J'enviais la clarté de ses priorités. Maman, ai-je dit, il essayait de me retrouver depuis 14 mois. Un silence. Qu'est-ce que tu veux dire? Je lui ai parlé de Méridian, du dossier, de l'enquête, des actifs récupérés et des inculpations. Je lui ai raconté cela comme on raconte une histoire que l'on a portée seule pendant longtemps, sans drame, juste les faits présentés dans l'ordre. Quand j'ai fini, le silence au bout du fil avait une texture différente de celui qu'elle m'offrait d'habitude. Tu ne nous l'as jamais dit,
a-t-elle fini par dire. Je n'ai jamais pensé que cela avait abouti, ai-je répondu. Et aussi. Je me suis arrêtée, puis j'ai repris. Papa et toi m'avez demandé de ne pas parler de mon travail à la fête parce que cela déroute les gens. Un autre silence, plus long. Mon père a appelé 1 heure plus tard. Il a fait l'impasse sur la chaleur. Pourquoi ne nous as-tu pas dit ce sur quoi tu travaillais, ce que tu avais accompli? J'ai pensé à tous ces dîners où les victoires juridiques de Victoire étaient narrées en détail. Alors que mon travail était décrit comme « le truc des données » ou « l'histoire des chiffres ». J'ai pensé aux marque-places, au plan de table et au fait que je vis dans mon propre monde. Parce que personne n'a posé la question, ai-je dit simplement, honnêtement, sans colère. Car la colère était là depuis des années et j'avais cessé de la nourrir depuis longtemps. Pas une seule fois, papa. Ni sur quoi je travaillais, ni comment ça avançait, ni ce que cela signifiait. Ce n'était jamais intéressant jusqu'à ce que quelqu'un d'autre dise que ça l'était. Il n'a pas eu de réponse non plus. Victoire a appelé 3 jours plus tard. Je ne m'y attendais pas. Nous n'avions pas le genre de relation où elle m'appelait sans raison. Et la raison était généralement quelque chose dont elle avait besoin. Cette fois, elle a juste dit « Est-ce que je peux passer ?» Elle s'est assise dans ma cuisine et a regardé le tableau de liège au-dessus de mon bureau. Celui couvert de cartes de réseau imprimées et de diagrammes de flux annotés, pendant un long moment sans parler. Puis elle a dit « Je ne savais pas. » Je sais que tu ne savais pas, ai-je répondu. Et pensais. Elle s'est arrêtée, a pressé ses lèvres l'une contre l'autre. Je pensais que ce que tu faisais était plus petit que ce que c'est réellement. Que tu étais plus petite. Elle a de nouveau regardé le tableau. Je ne pouvais pas le voir. J'ai préparé 2 cafés. J'ai dit, tu n'as jamais essayé de voir. Elle n'a pas cherché à se défendre. Cela m'a surprise. Victoire se défend depuis que nous sommes enfants. C'est pratiquement un réflexe chez elle. Au lieu de cela, elle a regardé ses mains et a dit, c'est vrai. Nous sommes restés assises là pendant un moment. Ce n'était pas une réconciliation totale, ni une réparation. C'était quelque chose de plus honnête que tout cela. 2 personnes face à la vérité d'une dynamique qui s'était calcifiée au fil des décennies, décidant si elle voulait y changer quelque chose. Je ne lui ai pas pardonné autour de ce café. Ce n'est pas ainsi que fonctionne le pardon. Et je n'allais pas faire semblant du contraire. Mais je me suis assise avec elle. C'était déjà quelque chose. J'ai accepté le rendez-vous avec l'équipe de Uber de Montvalon 2 semaines plus tard. Non pas à cause du chiffre dans le dossier, bien que ce chiffre fût réel et que je ne prétendrai pas qu'il n'ait pas pesé dans la balance. Je l'ai accepté parce que l'unité qu'il décrivait était le genre de travail vers lequel je tendais sans savoir que j'y tendais. Indépendance d'enquête, autorité totale, capacité à suivre un schéma là où il mène réellement, au lieu de là où il est commode qu'il aille. J'ai négocié mes conditions, structure hiérarchique indépendante. Autorité pour faire appel à une expertise externe sans passer par des chaînes d'approbation interne. Un périmètre clair protégeant l'unité de toute utilisation autre que celle pour laquelle elle a été conçue. Uber a accepté chaque point sans négocier en retour, ce qui m'a indiqué qu'il s'y attendait ou qu'il le respectait. J'ai choisi de croire que c'était les deux. Je n'ai pas accepté le titre qu'il proposait, directrice adjointe de l'intelligence financière. J'ai gardé ma propre structure. Je l'ai organisée comme une mission de conseil contractuel avec des livrables définis et des clauses de renouvellement. Je suis restée la personne qui arrive, trouve la vérité et la livre. Plutôt que celle qui se fait absorber par l'institution et devient lentement ce qu'elle a été engagée pour examiner. Hubert, quand je le lui ai dit, a hoché la tête une fois. C'est probablement plus intelligent, a-t-il dit. Pour nous deux. Mes parents ont changé d'attitude comme mes parents changent d'attitude lorsque le monde extérieur confirme quelque chose qu'ils auraient dû voir. Eux-mêmes. Ma mère a appelé pour dire qu'elle avait parlé de l'enquête Méridien à son club de lecture. Mon père a laissé un message vocal qui consistait surtout en des raclements de gorge, puis indiscret. Nous aurions dû faire plus attention. Je sais. J'ai gardé le message, non pas comme un moyen de pression, mais juste parce qu'il était authentique. Et les choses authentiques venant de lui étaient assez rares pour être conservées. Victoire et moi ne sommes pas proches comme le sont les sœurs à la télévision, mais nous sommes quelque chose. Nous déjeunons parfois ensemble et elle pose des questions maintenant, de vraies questions sur mon travail, sur la façon dont je trouve des schémas, sur à quoi ressemble la fraude de l'intérieur. Elle ne comprend pas toujours les réponses, mais elle demande. Cela compte plus que la compréhension. Il y a eu un moment, quelques mois après le gala, où je suis passée devant le domaine où avait lieu la fête en revenant d'un rendez-vous client. Je ne sais pas pourquoi j'ai ralenti. Le lierre grimpait toujours sur les murs. L'allée était vide et silencieuse. J'ai repensé à la main de Victoire sur mon coude, me poussant en avant. La plus réservée, le truc des données, le marque-place entre un cousin éloigné et une chaise vide. J'avais l'habitude de penser que le plus dur, quand on est ignoré par les personnes censées vous connaître le mieux, c'était la solitude. Et oui, c'est solitaire. Mais ce soir-là, assise dans ma voiture devant un lieu où ma famille m'avait présenté comme un détail sans importance, j'ai réalisé que le plus dur était ceci. Il n'avait pas tort de dire que j'étais réservée. Il n'avait simplement jamais compris que la réserve est le son que fait la précision. Ce n'est pas l'absence de quelque chose. C'est l'opposé du bruit.
Les schémas ne s'annoncent pas d'eux-mêmes. Les personnes capables de les voir non plus. S'il y a une chose que j'ai apprise après des années à débusquer ce qui se cache derrière une apparence normale, c'est ceci. La vérité n'a pas besoin que vous fassiez une performance. Elle n'a pas besoin de volume, ni d'un siège à la table d'honneur, ni d'une famille qui sache se vanter de vous dans les soirées. Elle a juste besoin d'être exacte. Elle a besoin d'être documentée. Et finalement, pas toujours, pas selon votre calendrier, pas avec l'audience que vous auriez choisie. Elle finit par trouver son chemin vers la lumière. Silencieusement. Precisement. De la seule façon qu'elle connaisse.